Vos ennemis ne sont pas forcément les nôtres. Nous n'avons pas besoin de détester ou de rejeter ceux contre qui vous avez des différends commerciaux ou industriels juste pour vous faire plaisir. Ils peuvent même, dans certains cas, être nos meilleurs alliés. C'est à nous de mesurer ce qu'ils apportent et de nous organiser pour que le deal soit au moins équitable. Laissez-nous, s'il vous plaît, la liberté de choisir nos alliés. Laissez-nous, s'il vous plaît, la latitude de tenter d'autres expériences, surtout lorsque celles que vous nous proposez ne sont pas forcément concluantes, lorsqu'elles ne se démarquent pas par leur efficacité, lorsque les résultats sont si souvent nuls. Pour être gentil, on va dire lorsqu'elles tardent à produire des résultats visibles. Arrêtez de nous infantiliser. Nous sommes capables de savoir ce qui est bon pour nous. Nous sommes capables de savoir avec qui contracter. Surtout qu'au regard de notre histoire commune, vous ne pouvez pas être pris en modèle dans les accords, dans les partenariats que nous avons passés pendant les 4 derniers siècles. Après la longue et méthodique campagne contre la Chine, qui serait dangereuse pour l'Afrique, la Chine qui nous envahirait, qui nous coloniserait, la Chine immorale, sans foi ni loi, qui détruit tout sur son passage, cette fois-ci, c'est la Russie, l'ogre russe qui veut mettre le grappin sur l'Afrique. La Russie qui se déploie tous azimuts sur le continent. Il faut absolument se méfier d'elle. Il faut faire attention à ce Vladimir Poutine qui n'est pas un démocrate, à Wagner et ses mercenaires, à ces seigneurs de guerre qui ne comprendraient pas l'Afrique, qui ne respecteraient rien, des sanguinaires qui ne comprennent pas la psychologie des Africains, qui tuent femmes et enfants dans les campagnes sans distinction sur leur passage, qui manœuvrent maintenant pour s'accaparer les richesses minières de la Centrafrique et du Mali. Waouh! Quel sombre tableau! Merci pour le conseil, c'est gentil. Mais on a aussitôt envie de répondre, n'est-ce pas ce qu'ont fait les Européens sur le continent pendant les 400 dernières années? Comment peut-on résumer autrement les résultats, les conséquences de la traite négrière, puis de la colonisation et de la néocolonisation? Quelles sont les origines directes des guerres actuelles, sinon les conséquences de ce partage inique, orienté et exclusif des richesses africaines? C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, non? Chers amis européens, merci de vous préoccuper de notre avenir, de vous inquiéter de nos nouvelles fréquentations. Seulement voilà, lorsque le cancer vous ronge, lorsque ces métastases se répandent dans le corps, vous condamnent et que le médecin, chaque jour, montre son impuissance à vous guérir, comme vous le faites dans vos interventions à grand renfort médiatique, on a le droit, j'allais dire, l'obligation d'essayer les médecines parallèles. Les Africains doivent connaître la vérité, mais pas seulement celle du maître, pas seulement celle que savamment l'Occident distille à travers ses médias. Je vais vous en raconter une bonne, une de celles que l'on n'écoute pas beaucoup, celle des mercenaires russes en Centrafrique et le résultat qu'ils ont obtenu. Celle qui fait dire que la Russie lorgne de façon particulièrement offensive et violente sur les richesses de ce pays exsangue d'Afrique centrale où la guerre depuis plus de 30 ans rythme la vie des populations, où les rébellions succèdent aux rébellions, avec pourtant une présence constante des forces françaises et des Nations Unies. Cette histoire nous éclairera peut-être sur les raisons de l'éventuelle arrivée des Russes dans le chaudron malien. Une histoire qui peut également mieux nous édifier sur les raisons de la perte de terrain par Paris en Afrique. Tenez, le 30 mars 2016, c'est l'investiture de Faustin Archange Touadéra, qui vient d'être élu président de la République centrafricaine. Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères français. Jean-Yves Le Drian, représentant de la France à la cérémonie, annonce, lors de la conférence de presse, tenez-vous bien, la fin de l'opération Sangaris, pour la fin de l'année. Cette force française qui était sur place pour le maintien de la fragile paix. Le nouveau chef de l'État est surpris. On ne lui en a pas parlé. Il est sidéré. Comment va-t-il faire face aux nombreuses rébellions auxquelles il fait face? En retirant ses troupes, il est évident qu'il ne va pas tenir longtemps. C'est un nouveau coup dur pour le nouveau pouvoir. Surtout qu'en face, la rébellion gagne du terrain. Pour éviter d'être à nouveau balayée par une énième rébellion dans ce territoire où elle se multiplie au gré des intérêts minéraliers, pour essayer de conserver un semblant de paix dans ce territoire exsangue qui bat des records de coups d'État, il se rend à Paris dès le mois suivant, le 24 avril 2016, où il est reçu par le président François Hollande. Il lui demande de maintenir absolument l'opération Sangaris. Sangaris demeurera en Centrafrique, je vous l'assure, et nous ferons en sorte qu'il y ait, pour aider les forces centrafricaines, le soutien indispensable et